Bonjour les amis. Alors, bien, comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et comme d'habitude, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette émission. Vous le savez, hein, on aborde souvent des sujets qui sont quand même très très délicats. Aujourd'hui, on va parler des enfants et de l'impact de l'IA sur le développement de l'enfant. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. J'avais vu beaucoup de réactions à l'annonce de l'émission. Partagez-la parce que vraiment, je vous le dis, ça va dépoter. On va parler d'éléments extrêmement importants par rapport aux enfants, pour les enfants. Je vais en parler avec une invitée qui sait de quoi elle parle. Et donc, je la retrouve tout de suite. Avant ça, j'ai une pensée pour Rainer Fulmich, comme à tous les débuts de mes émissions. Je pense à Rainer Fulmich. Vous pouvez toujours lui écrire, vous le savez. Il est toujours en prison. Il est fort hein, comme un roc. Hein. Je vous le dis, il est fort comme un roc, mais il a besoin de soutien. Donc voilà, une pensée pour lui. Et alors aussi, une pensée pour mon filleul, parce que là, on est à la fin de l'année. Donc mon filleul Antoine, qui est décédé à 30 ans, vous le savez, des suites de l'injection de la soupe qu'on a distribuée aux gens en 2021. Et aujourd'hui, sa maman a publié une photographie de lui et j'avais envie de la partager avec vous. Cette photographie de remise de diplôme où on voit sa maman, Laurence, avec son fils Antoine, mon filleul. Et donc voilà, je pense beaucoup à lui. Je pense aussi à toi, Laurence, bien sûr. Et je t'embrasse très fort. Voilà, vous avez une photo de ce jeune homme qui avait toute la vie devant lui et on lui a enlevé cette vie. Voilà, chose complètement injuste, évidemment, vous vous en doutez. La grande famille est toujours en recherche de parrains et de marraines. Donc, si vous avez accès à un public, si vous êtes une personne publique, vous avez accès à un public, contactez-moi. Voilà, cécile@doctoton.org. Vous m'écrivez, m'envoyez un petit mail et on voit avec qui vous pourriez être en duo pour un parrainage. C'est toujours bienvenu, bien sûr. Ça fait beaucoup de bien aux victimes et aussi ça décuple leur voix parce que eux s'épuisent à hurler dans le désert par rapport à tout ce qu'ils subissent. Alors, je vais recevoir mon invitée parce qu'elle est là, elle attend. Je lui dis, on se retrouve dans 5 minutes et c'est pile ça. On est là, 5 minutes plus tard, je reçois mon invitée, Ariane Bioran. Bonsoir, Ariane. Bonsoir Cécile et bonsoir à tous les auditeurs. Sois la bienvenue. Merci de cette invitation, merci de ton accueil. Je suis très heureuse de te recevoir ce soir. On va parler de choses extrêmement intéressantes que j'ai découvertes dans ton livre que je vais présenter juste après. Et je vais me permettre de te présenter si tu es d'accord. Et puis tu me corrigeras s'il y a des choses à corriger. D'accord ? Enfin, de toute façon, à distance, tu ne peux pas me corriger bien fort. Hein. Mais tu le feras quand même si besoin est. Attention. Alors, oui. Attention, je me tiens à droite et tout et touche. Attends, je lis. Ah, tu vas mettre le stress. Non, je plaisante. Pas le stress. Tu es normalienne, tu es philosophe et psychoclinicienne. Et tu es aussi docteur en psychopathologie. Ça veut dire que tu as développé une thèse de doctorat sur ce thème-là, les psychopathologies. Et donc, tu as une certaine connaissance des psychoses, notamment des perversions, etc. On y reviendra à ça, hein, aux psychoses, on va en reparler. Alors, tu t'es aussi si je l'ai bien compris, tu t'es spécialisée en psychologie politique. Donc, c'est-à-dire que tu as étudié, tu expliques le totalitarisme d'un point de vue psychopathologique. Et notamment dans un livre que j'ai lu et pour lequel je t'avais reçu déjà et que je vais montrer ici, qui est Psychopathologie du totalitarisme. Et c'est extrêmement intéressant. Vous voyez les amis, je l'ai lu, vous voyez, je l'ai lu. Hein. Vous devez le lire, le relire, retourner dedans parce on comprend beaucoup de choses quand on l'a lu. Et alors ton grand combat, enfin un de tes grands combats, un énorme combat, concerne le macabre plan de sexualisation des enfants. Et je pense que c'est un des combats qui te crée le plus de problèmes, me semble-t-il, dans tous les camps d'ailleurs, partout. Mais c'est vraiment un énorme combat pour toi, la sexualisation des enfants. Alors, ai-je été... C'est parfait. C'est très bien. Oh là là, je suis fière de moi. J'ai une bonne note. C'est très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est important quand même de te présenter parce que c'est vrai que quand j'ai eu envie de parler de ce thème-là,
donc l'impact de l'IA sur le développement de l'enfant. Il fallait vraiment quelqu'un qui soit capable de parler de cette question. Et quand j'ai vu que tu sortais ce livre, Le totalitarisme numérique, je me suis dit: «Ouh!» mais donc c'est chez Trait Daniel, hein, c'est sorti en avril, hein, je ne me trompe pas. Le totalitarisme numérique, je me suis dit: «Mais voilà, on va faire des croisements, extrêmement intéressants sur, le développement de l'enfant, ce fameux totalitarisme numérique et voilà, l'effet de l'un sur l'autre». Donc Très je te bien. remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci Merci, beaucoup. merci de cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, il y a une question que je voulais te poser, qui me semble, non, d'abord, autre chose. Dans ce livre, il y a quelque chose que tu soulignes et qui, à mon avis, doit être, dit d'emblée, d'entrée de jeu. Il y a une chose que tu soulignes, pas que ça, mais tu soulignes une chose qui est la mise à dis ou plutôt le déploiement de l'IA en population générale. Et parce que quand j'en discute avec des gens de l'IA, ils me disent: «Mais c'est utile, hein, dans le milieu professionnel untel, dans les sciences, très pointues, dans la technologie très pointue». D'accord, mais là, ce qu'on fait, c'est pas seulement ça, on le déploie en population générale. Et il me semble que là, il y a une clé de compréhension du problème de cet outil. Est-ce que je comprends Oui, bien? c'est ce qui m'a intéressée d'ailleurs au premier chef parce que j'estime que, voilà, les spécialistes, savent mieux utiliser des outils de leur spécialité. On va dire, si un archiviste ou un bibliothécaire, utilise l'IA pour aller trouver des références, bon, c'est une chose. Mais là, ce qui se passe, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est, un déploiement en population générale de la grosse machine algorithmique Mmh. sur la base de manipulation et de fraude, où, il y a et d'ailleurs qui sont, décriés, hein, par, les informaticiens eux-mêmes avec qui j'ai pu parler et qui, parfois sont, voilà, sont aussi de grands, concepteurs ou développeurs de ces, IA. C'est qu'il y a tout un effet à minima publicitaire ou d'accroche, addictive, avec, ces grosses machines algorithmiques que l'on met entre les mains de populations qui, n'en mesurent pas les dangers. Par exemple, qui peuvent, donc, je ne sais pas, raconter, toutes leurs crises de couple, donner toutes leurs données de santé, Bien sûr. raconter, la difficulté familiale, donc c'est-à-dire qu'ils exposent toute leur vie. Ils ne savent pas où, en fait, par Mmh. exemple, ou qui vont aussi et c'est ce qui m'a intéressée, c'est moins l'outil, lui-même que le rapport psychologique et politique, à l'outil. C'est-à-dire quel est ce déploiement? Comment il est fait? Quels sont les arguments, pour, nous inciter absolument à Mmh mh. utiliser, ces grosses machines algorithmiques partout? Quels sont les soi-disant bénéfices que nous sommes censés en retirer? Et quel est le programme d'ensemble vers lequel on nous amène? Par exemple, suppression des professeurs, Ouais. il y a le programme, intitulé, Aristote, oui, oui, en France, qui, envisage donc la suppression, progressive des professeurs pour les remplacer par des grosses machines algorithmiques. Donc la fraude, elle est là, l'imposture, elle est là, Tout à fait. et la manipulation, elle est là. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Même d'ailleurs dans le milieu du travail, puis je passerai à autre chose, mais dans le milieu du travail, il y a aussi, l'imposition de l'utilisation de l'IA, dans des domaines où c'est pas indispensable. Hem, Absolument. oui, oui. Et pardon Cécile, et toujours sur le mode de vous avez un nouvel ami, il s'appelle Tartempion et vous allez discuter avec ou avoir un dialogue. Mmh mh. Mmh mh. C'est ça, oui, oui, ah oui, oui, c'est ça. Oui, le tartempion, on va y revenir au tartempion parce qu'il y a une tartempionne qui a été utilisée quelque part et ça m'a sidérée, mais on y reviendra, j'en parlerai après. Donc, par rapport à mon sujet là du jour, hein, donc l'enfant en développement et l'impact de l'IA sur l'enfant. Donc l'enfant en développement, donc c'est un enfant qui est vraiment en construction et qui peut être donc, face à certaines situations, qui peut être, complètement, tordu, je vais dire, presque physiquement, hein, donc mais là je parle de psychisme, hein. Donc son développement peut être complètement modifié, tordu, brisé,
face à certaines actions ou certaines fausses réalités auxquelles il est confronté, et cetera. Et donc, moi, mon inquiétude, depuis longtemps, et quand j'en parle aux gens, je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent à quel point c'est grave. Mon inquiétude concerne, mais on y reviendra, le fait de ne plus être en mesure de distinguer le réel, de ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et moi, de la petite connaissance que j'ai en psychologie, j'ai cette connaissance que c'est précisément ce qui définit la psychose, ça. La maladie mentale, c'est comme ça que je le formule d'habitude. C'est précisément ce qui définit la maladie mentale, le fait de ne plus être en mesure de différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et quand j'explique ça, je sens 2 barrières. La première, c'est les gens ne sont pas conscients de l'importance que ça a de différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et ils ne sont pas conscients non plus de à quel point l'IA met les utilisateurs face à cela, à cette problématique. Et donc, moi, je pressens une montée psychotique, mais de fou, dans les années à venir. Et quand je lis ton livre, c'est exactement, enfin, pas que ça, mais il y a cette question-là qui revient. Et donc, la toute première question que je voulais te poser, est-ce que tu peux expliquer, comme à un enfant de 10 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le studio, ce qu'est une psychose et comment elle se met en place? Oui, je vais essayer de résumer 5 années de fac de psycho. Voilà, en 5 quelques minutes. minutes. C'est ça. C'est ça, merci. J'aime bien les défis. Bien. Alors, on va essayer de brosser le tableau. On va dire que dans la psychopathologie traditionnelle, nous avons 3 formes de structuration psychique. Ce que j'appelle structuration psychique, c'est au terme de la construction de l'enfance, de l'adolescence, qui on devient en tant qu'adulte. Est-ce que ça s'est plus ou moins bien passé? Est-ce qu'on est apte à vivre en société de manière voilà, plutôt certes bancale, mais en tout cas, on arrive à fonctionner en société, donc on est plutôt sain d'esprit. Voilà. Donc la psychopathologie traditionnelle, elle distingue la névrose, la psychose, la perversion. On pourrait rajouter plein d'autres choses, mais je vais rester déjà là. On va dire qu'il y a beaucoup de contresens dans les médias et dans les vulgarisations, mais si nous sommes sains d'esprit, nous sommes névrosés. Donc ça, c'est déjà, alors que névrosé, c'est plutôt négatif, mais en fait, c'est très positif. Ça veut dire que nous sommes parvenus au terme de l'enfance, de l'éducation, de la construction, nous sommes parvenus à réfréner des pulsions immédiates, qui est notamment je fais ce que je veux quand je veux, je suis incapable d'attendre, je suis incapable de négocier avec une certaine frustration. Et une fois que je suis capable, donc, par exemple, de ressentir une colère, mais de ne pas aller immédiatement frapper mon voisin en raison de cette colère, je suis donc apte à vivre en société et j'ai pratiqué ce qu'on appelle un refoulement, donc je suis névrosée. Donc quand on va bien, on est névrosé. Voilà, donc du point de vue de la psychopathologie. D'ailleurs, on est apte à avoir intégré des interdits fondamentaux pour la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que quand on est névrosé, on a acquis ce qu'on appelle le principe de réalité. Ça veut dire qu'on est apte à composer avec ce qui est un impondérable autour de nous sur lequel on n'a pas de prise. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je n'ai pas le permis de conduire et que je prends une voiture pour conduire, ça risque de mal se passer. Si je n'ai jamais appris, je peux pas avoir le permis et savoir conduire, hein, mais si je ne sais pas conduire, voilà, je ne sais pas conduire, je prends une voiture, je prétends conduire, la réalité va se rappeler à moi. Oui. Et donc, le fait d'être névrosée indique que j'ai pris conscience de tous ces obstacles qui m'entourent et que je suis apte à comprendre qu'il va falloir que je fasse des efforts pour les surmonter. Ça, c'est pour la névrose. Alors, la psychose, c'est l'exact inverse. La psychose, donc, qui traditionnellement, en psychopathologie traditionnelle, regroupe la schizophrénie, alors il y a plein de types de schizophrénie, la paranoïa, la psychose maniaco-dépressive, la mélancolie. Donc, dans des termes psychiatriques, je parle de tableaux psychiatriques traditionnels, hein, donc ce ne sont pas des termes, encore une fois, qui sont forcément bien compris dans le grand public, mais disons que toute ce tableau
nosographique, hein, c'est-à-dire la classification des maladies mentales, est fondée sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle un déni de réalité. C'est-à-dire qu'au lieu que l'individu soit apte, plus ou moins, bien sûr ça peut créer de la frustration, et cetera, mais je sais que, de manière réaliste, si je ne sais pas conduire, il vaut mieux que j'évite de prendre le volant d'une voiture. Voilà. Dans la psychose, on n'est pas là-dedans. On est dans le déni de réalité, ça veut dire que la réalité n'est pas intégrée comme étant un obstacle à mes désirs et je substitue en fait à cette, intégration un délire. C'est-à-dire une autre histoire. Alors par exemple, ma réalité est, peut-être, que, je suis, sans travail, que j'ai des difficultés familiales et que j'ai une addiction aux jeux vidéo par exemple, c'est ma réalité et mon délire va construire le fait que, je suis, la réincarnation de Napoléon et que je dois sauver le monde et donc Ah oui. ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas une création imaginaire dans le sens où je sais que mon imaginaire est en train de créer ça, mais ma réalité, c'est quand même, celle que j'ai décrite avant. Oui, ça devient une réalité. C'est que la construction délirante devient une réalité qui engendre, des actes, des conduites qui sont des mises en danger, d'abord de soi-même, pour la majorité des psychoses et parfois d'autrui, pour certaines psychoses. Voilà. Donc Est-ce qu'on peut guérir d'une psychose? Je vais prendre un exemple concret, des exemples concrets où, donc selon les psychoses, il peut y avoir des natures il y a des psychoses aussi qui ne sont pas délirantes, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais disons que ce déni de réalité, par contre, c'est une constante. Mais disons que selon les psychoses, il peut y avoir des hallucinations, par exemple, auditives, j'entends des voix, visuelles. J'ai l'impression que, des petits bonshommes verts sortent de la télévision ou, au niveau de son propre corps, hein. On peut avoir la sensation que son corps est déformé, et cetera. Donc il y a quelque chose qui, ne s'est pas construit dans ce rapport à la réalité et ce rapport, heu, non seulement en termes de représentation, ce que je me représente de la réalité, mais perceptif. La perception du temps n'est pas la même et ça, c'était mon sujet de doctorat, je le maîtrise très, très bien, la question du vécu du temps dans la psychose. Il n'y a pas, une intégration d'un temps, où je comprends quand je dis qu'hier c'est passé et ça ne reviendra pas, ça ne fonctionne pas. La représentation de l'espace n'est pas le même. Donc c'est vraiment, c'est un état psychique qui est très grave et donc je viens à ta question ensuite. Est-ce qu'on guérit? Disons qu'il est beaucoup plus facile de régresser dans un état psychotique que d'en sortir. Il existe des stabilisations, souvent sous camisole chimique, c'est-à-dire sous médicaments qui ont pour fonction d'abraser le délire, c'est-à-dire d'enlever le délire. Mais quand on a traversé des épisodes psychotiques, c'est extrêmement traumatique et extrêmement difficile de remonter la pente. Ça existe, mais c'est rare. Et surtout aujourd'hui, ça l'est d'autant plus que, on va dire, les soignants et les thérapeutes n'ont absolument pas les moyens d'œuvrer comme ils ont pu le faire à certaines époques et où la psychiatrie devient de plus en plus violente et déshumanisée, pour différentes raisons. Donc je vais anticiper un peu parce que je prophétise. Non, parce que ça va ensemble. Donc dans le livre que tu as cité précédemment, Psychopathologie du totalitarisme, j'ai expliqué, ce qu'était le développement psychique de l'individu en général et j'ai exposé ce qu'était le fruit de mon analyse pendant des années, mise à l'épreuve du réel, de ce que j'avais pu voir aussi dans ma clinique et dans les entreprises et dans les institutions que j'avais pu auditer, c'est l'échelle du développement psychique, ce que j'ai appelé l'échelle du développement psychique. C'est-à-dire les phases par lesquelles on passe quand on est un enfant et qu'on va construire sa vie psychique. Il y a des échelles, il y a une échelle en fait avec des paliers à grimper. Les étapes ne peuvent pas être brûlées. Si elles sont brûlées, en réalité, on dégringole l'échelle et on arrive à quelque chose de plus ou moins stable
à l'âge adulte. Alors l'âge adulte, c'est pas nécessairement 18 ans, hein. On Mmh. sait que par exemple la maturité psychique pour les garçons, excusez-moi messieurs, mais c'est plus tard en Oui, c'est général. plus tard. Oui, Mmh. on va plutôt stabiliser ça vers 25 ans, par exemple. Donc c'est pas un âge, officiel. Ça dépend des individus. Il y a plutôt voilà, des différences aussi, selon les sexes. Mais, cette maturité, elle est liée à une stabilisation. C'est-à-dire qu'on a les cartes, le jeu de cartes, il s'est stabilisé de cette manière. Maintenant, est-ce que c'est fixe pour toute la vie? Non. Et Mmh. c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont très solides, on va dire, chez l'individu et qui, au gré des tempêtes, ne bougeront pas. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont plus fragiles et qui peuvent, même parfois être beaucoup plus fragiles d'un individu à un autre. Mmh. Dans ce cas-là, on va dire, ce qui semblait stabilisé, mais qui n'était qu'une carapace extérieure et non pas une colonne vertébrale intérieure, est ballotté au gré des Oui. événements. Et c'est ce Mmh. qui se passe dans une phase totalitaire comme celle dans laquelle nous sommes, Oui. c'est qu'à force d'exposer les individus à différents chocs traumatiques, à des messages contradictoires, époustouflants, c'est-à-dire que, voilà, le cerveau, il ne peut même pas intégrer l'information Mmh. du message contradictoire. Eh bien, on fait régresser les gens. C'est-à-dire que les gens descendent s'ils n'ont pas une vigilance accrue sur le maintien de leur santé mentale, c'est-à-dire une responsabilité personnelle là-dessus, eh bien, ils se laissent intoxiquer et à force d'intoxication, ils descendent les barreaux de l'échelle. Donc ils régressent et c'est ainsi que donc si je caricature les barreaux de l'échelle, on va dire que tout en bas, heu je caricature en reprenant juste la trilogie, névrose, psychose, perversion qui dit Mmh. véritable, être affiné, complexi enfin voilà, Bien sûr. d'accord que ce sont des grandes lignes et une caricature. Mmh. Et on va dire qu'en bas de l'échelle, on a psychose, on n'a pas intégré la réalité, et cetera. Ensuite, on va avoir la perversion. La réalité est à peu près intégrée, mais l'altérité non, c'est-à-dire que l'autre autrui n'est qu'un instrument de ma jouissance et de mon désir et je peux lui marcher dessus et puis ça me pose aucun Mmh. problème. Et ensuite, la névrose, je vis en société, j'ai intégré la réalité. L'altérité, je suis capable de composer avec, je suis aussi capable de composer avec mes frustrations. Donc ce qui va se passer par temps totalitaire, c'est qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont régresser. Donc ils vont Mmh. passer de la névrose à la perversion. On l'a vu pendant le Covid, tous ceux qui se sont pris pour des chefs-faïens Oh là là, oui. flics et des policiers et qui jouissaient du petit contrôle qu'enfin Mmh mh. ils avaient pu, obtenir dans leur vie. Qui l'eut cru, hein, pour certains Mmh. profils que l'on croyait tout à fait adaptés et bien adaptés, Oui, par tout à exemple. fait. Mmh mh. Chacun peut avoir ses exemples. Perversion et ensuite de la perversion, on peut ensuite descendre très aisément dans la psychose. Donc ce qui se passe avec, en général, le monde de l'écran. Après, on pourra peut-être parler des spécificités de la grosse machine Oui, algorithmique, mais on va y venir, oui. ce qui se passe, c'est que déjà par définition, c'est un monde virtuel qui n'est pas ma réalité du quotidien autour. Donc à partir du moment où, on est dans ce monde virtuel dans lequel on ne cesse de nous dire que la réalité, ce serait ceci ou cela, hein, que c'est très grave parce qu'il fait plus de 30°, ou que, ma réalité serait ce qui se passe, par exemple, à des endroits du monde où je ne peux même pas vérifier, ce qui est en train de se passer. On a une intoxication permanente, Mmh. heu, avec des informations, non seulement extrêmement toxiques, non seulement non vérifiables, non seulement contradictoires, mais encore en surnombre, en surchauffe par rapport Mmh. à ce que nous sommes capables, d'absorber. Donc à partir de là, nous sommes, heu, dissociés de notre réalité Mmh. présente, concrète. Donc nous sommes tous en risque de basculement Oui. dans la psychose et on le voit déjà à travers les attitudes dogmatiques où des gens qui n'ont jamais mis les pieds quelque part, par exemple, vont vous expliquer comment ça se passe à cet endroit. Mmh. C'est époustouflant. Oui. Ah, en effet, ça l'est, oui. Mmh. Oui, oui, c'est bien sûr et c'est Alors j'espère fréquent, que j'ai de réussi à plus en peu plus près, fréquent. le défi, j'ai pris plus de 5 Si, si, minutes, si. pardon. Oui, 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 non, mais c'était très, très, très bien sûr, si, si, tu as bien, bien réussi, j'ai même, moi-même appris une chose, c'est le fait de pouvoir redescendre à la perversion et puis descendre encore à la psychose. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Donc là, je viens La d'apprendre la quelque chose, la j'adore ça. perversion
Alors, les gens pensent souvent que la perversion, c'est une maladie mentale, mais non, puisque Mmh. précisément, il n'y a pas de délire, hein. C'est une construction psychique voilà, mais dont on dit, nous, que c'est Mmh. une construction défensive pour ne pas entrer dans la psychose. Hein, Ouais. donc Ah oui, oui, intéressant. ça veut dire Ouais. je maintiens un contrôle, j'essaye de garder un maximum de D'où le contrôle sur contrôle. voilà, Eh pour ne oui! pas basculer dans quelque chose qui est beaucoup plus chaotique et où on ne contrôle plus rien, qui est la psychose Mmh. et et D'accord. et qui est marquée par la confusion, la plus, voilà, et Mmh. l'absence d'intégration des interdits fondamentaux, évidemment, de Mmh. civilisation. Mmh. Alors, il y a quelqu'un, Michael, qui pose une question, mais Michael, il faudra que tu attendes un tout petit peu parce que on va l'aborder. Donc, quelle est la différence entre la virtualité d'un livre et celle des univers virtuels? Et justement, ça fait partie des questions que j'ai prévues. J'espère qu'on pourra l'aborder aujourd'hui. Donc, on a décidé en off, vu que j'ai une quinzaine de points que je veux aborder avec toi, on a décidé que s'il le faut, ben, on fera une autre émission. C'est pas bien grave. On continuera sur notre lancée, hein, parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à dire et à creuser. Moi, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses dans ton livre et je t'en remercie d'ailleurs encore. Alors, je vais me permettre de citer 3 petits extraits du livre, et puis on verra, ce qu'on peut dire à partir de là. Mais, je vais le faire. Alors ça va, tu m'y autorises? Attends, Mais bien évidemment. ah bah, ça c'est sympa. Alors on commence à la page 48. L'IA encourage les pires dérives. Intolérance à la frustration, imposture, sentiment d'omnipotence, confusion entre le vrai et le faux, pensée magique. Puis ensuite, plus loin, en page 142, on trouve il y a un risque, ouvrez les guillemets, et là je te cite, d'encourager la mégalomanie, la perversion, le sadisme, l'omnipotence, en brouillant les frontières du monde virtuel et du monde réel, de la vérité et du mensonge, de la rationalité et du simulacre de raison. Et enfin, en page 163, on peut lire les décompensations psychotiques risquent d'être massives. Et moi, je fais un lien de cause à effet entre les deux. Est-ce que j'ai raison? Ah oui, absolument, absolument. D'accord, entre ces 3 points. Bah, absolument. Qu'est-ce qui caractérise, donc si on reprend, les distinctions grossières, hein, évidemment, encore une fois, dans la psychose, on est dans l'omnipotence, puisque mon délire commande la réalité. Donc Mmh. on est dans l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance. On est dans la confusion, on n'a pas du tout, et je renvoie vraiment à cette échelle du développement psychique, que j'ai développée dans, Psychopathologie du totalitarisme. On n'a absolument pas acquis la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le Mmh. mal. Ça s'acquiert pas à 2-3 ans, ça s'acquiert au fur et à mesure de l'enfance et avec des étapes très importantes, heu, je dirais presque des étapes initiatiques du point de vue de la construction psychique. Donc sortir du domaine de la vérité. Donc a fortiori de la rationalité, c'est-à-dire d'avoir, qu'est-ce que c'est que la rationalité? C'est aussi un lien à la vérité. Je ne peux pas dire, que 2 plus 2 font 5 ou je ne peux pas dire que A égale non A. C'est vraiment des choses très simples, mais Mmh. que cette grosse machine algorithmique, heu, dont elle n'est pas dotée, il y a un simulacre de logique. Je donne énormément d'exemples dans le livre de Mmh. ça. Il y a un simulacre, on n'est que dans de la simulation, Mmh. mais simulation n'est pas raison. Donc on n'a pas de rationalité, on n'a pas de logique. C'est une combinaison d'algorithmes qui recrachent une soupe, voilà, plus ou moins indigeste. Mmh. Hem, donc on a, pas, on est dans la confusion et je crois que donc on est tout est fait pour inciter en fait à une régression psychotique. Mais le plus grave, me paraît-être dans ce que je développe, à d'autres moments dans le livre, c'est sur les effets de transfert. Ah C'est-à-dire oui. que nous sommes des êtres de transfert. Ça, c'est la Mmh. psychanalyse qui a découvert ça. Je sais que la psychanalyse s'en est pris plein la figure et à mon avis, à dessein pour en faire, Mmh. malheureusement ce que certains psychanalystes médiatisés aujourd'hui, heu enfin, qui Oui, sont comme certains philosophes médiatisés, c'est pas la philosophie, je c'est crois, ça. mais ça va, c'est ça, ouais, ouais, on va pas citer de nom, ça va pas, Non, non, non. tout le monde en a en tête. Donc, mais simplement, je crois que l'une des grandes
extrême trouvaille de la psychanalyse, c'est la question du transfert. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui transférons autour de nous un monde animé. C'est la phrase de Lamartine, hein, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Voilà, c'est-à-dire que cet animisme qui est primitif dans toutes les civilisations, qui voit dans les arbres des nymphes, dans tel phénomène naturel, tel dieu, etc., c'est absolument consubstantiel à notre nature psychique profonde. Et ce que fait ce déploiement tel qu'il est fait de la grosse machine algorithmique, c'est aller chercher cet animisme-là, c'est-à-dire un transfert. Alors, tant que c'est sur des forces naturelles, j'ai envie de dire, on reste dans du vivant. Penser que c'est le dieu Éole qui souffle le vent, bon, c'est une mythologie vivante, c'est une manière de métaphoriser les éléments qui nous entourent, mais ce sont des éléments vivants. Or là, le phénomène de transfert a lieu sur un élément mort, qui est la machine, et qui ne sera jamais vivant parce qu'elle dépend de prises électriques. À un moment, il faut revenir à des choses très pragmatiques. Et donc, ça, c'est un effet d'idolâtrie extrêmement pervers. Je prends beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui créent de l'érotomanie avec la machine, qui tombent amoureux de leur compagnon, entre guillemets. Donc il y a aussi, je parle de cet anthropomorphisme. Nous n'avons pas les mots pour décrire ce rapport à la machine. Nous n'avons que des mots vivants. Nous n'avons que des mots qui décrivent des relations. Donc on va parler d'un dialogue, mais c'est pas un dialogue. Et non, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de mots pour en parler. Mais voilà, quand je crée le livre, j'essaie de me corriger moi-même. Je voyais que nous n'avions pas les mots parce que comme nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres traversés par la vie, et donc nous animons tout ce qui nous entoure. Je dirais, et les objets, nous les animons aussi, parce qu'ils ont une histoire, parce que voilà, on n'arrive pas à se débarrasser de tel livre, tel souvenir, etc. Nous animons ça. Et la problématique là, qui est à mon avis extrêmement perverse, c'est de faire glisser ce talent, en fait, cette nature profonde que nous avons, sur une machine morte. Voilà. Et là, c'est de la psychose, pour moi. Oui. J'adhère assez bien à ce que tu dis. Je pense à 1000 choses en même temps. Tu sais, j'ai lu un autre livre là pour une autre émission récemment. C'était sur le travail social que j'ai exercé pendant plusieurs années. Et j'ai dit c'est le ratio le plus large que j'ai eu entre le nombre de pages et le nombre d'heures que j'ai passé à lire ce livre, parce que ça part dans tous les sens. Et ici, c'était puissance 10. Ça partait dans tous les sens. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai plus de 20 pages de notes. Je dois vraiment, j'ai dit, je dois mettre de l'ordre là-dedans. Enfin, il y a tellement de choses qui sont essentielles dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'y viens à cette question de la simulation, hein, et de l'anthropomorphisme, parce que tu dis, ça, c'est très puissant, ça, chez l'homme, l'anthropomorphisme. Alors, je vais donner un exemple pour ceux qui ignoreraient ce que ça signifie, puis tu peux évidemment me corriger. Donc, selon moi, l'anthropomorphisme, c'est donner des intentions humaines, ou voir des éléments humains chez un être ou une chose qui n'est pas humaine. Ben oui. Alors, humaniser ce qui nous entoure, mais c'est notre talent, en fait. Donc, mais sauf que ce talent est retourné contre nous là. Oui, absolument, absolument. Alors, je donne un exemple très concret. Il y a quelque temps de ça, il y a une vidéo qui a tourné assez bien sur les réseaux sociaux où on voyait un hérisson sur le sol et une corneille qui venait régulièrement harceler un peu ce hérisson. Et les gens disaient, regardez, la corneille aide le hérisson à traverser la route. Elle le motive à traverser la route. Alors que la corneille, plus que probablement ayant la connaissance que j'ai sur les oiseaux qui n'est pas petite, j'en ai quand même une assez belle connaissance sur le sujet, la corneille certainement allait retirer des tiques qui sont présents sur le hérisson, c'est très fréquent, et elle se nourrit des tiques qui sont sur le hérisson. Donc il n'y a rien d'autre dans le comportement de la corneille que d'aller se nourrir des tiques qui sont accrochées au hérisson. Et les gens lisaient, en voyant cette scène, elle l'aide à traverser la route. Et ça, c'est purement de l'anthropomorphisme. Donc, c'est vraiment donner une intention humaine à deux êtres qui n'ont pas ces intentions humaines. Et dans le livre, tu expliques bien à quel point la simulation qui est faite
par l'IA, donc par cette grosse machine algorithmique, comme tu l'appelles, donc par l'IA, d'un point de vue relationnel, au niveau du langage, de la communication, cette impression qu'elle donne de communiquer, d'entrer en relation, tu disais, ça vient précisément utiliser cette capacité que nous avons d'anthropomorphisme, mais contre nous. Ça joue contre nous. C'est ça. C'est ça, hein. C'est une fraude, c'est une fraude. C'est une fraude, oui. C'est comme ça que tu l'exprimes, hein. Que c'est une fraude et qui peut avoir un impact énorme sur les gens, et surtout sur les enfants, Voilà. qui pourraient remplacer une mère absente par un outil comme celui-là, sans se rendre compte que c'est un outil, sans se rendre compte que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de sentiment, qui n'a rien en fait. Et qui le simule, hein. Je prends des Et qui le exemples, simule. ChatGPT qui sent, je veux dire. Je prends des exemples parce qu'il y a une simulation, mais il y a aussi une fraude dans le langage, et Oui, de ces machines. oui, oui. Même dans les intonations, hein. Tout, les intonations, le Ah langage, oui, bien sûr. les accents, tout, vraiment tout. Si on observe, c'est incroyable. Mais Mmh. si on y réfléchit, le simple fait de nouer un dialogue avec un robot, est de nature psychotique et c'est Oui, ce à en quoi nous soi. sommes forcés. Nous sommes forcés. Mmh. J'appelle, je sais plus quel coup de fil hier, je devais passer pour un truc administratif, pendant 5 minutes, je dois avoir le robot au téléphone avec lequel je suis censée avoir des interactions dialogiques. Enfin, c'est quand même stupéfiant. Mmh. Mmh. Donc on est mis dans un monde de robots, qui simulent, des humains et je crois que la meilleure manière de le comprendre, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de l'instruction et du professorat. Alors, pour notamment la petite enfance, puisqu'il est question donc avec le programme Aristote, créateur du Mmh. lycée, de remplacer les professeurs par, des IA, enfin des Mmh. grosses machines algorithmiques. C'est bien parce que ça nous permet de poser la question de ce que c'est un professeur, de comment fonctionne Ah l'enseignement. oui. Mmh. Non, mais tout ça, c'est très intéressant, hein, parce que si on Mmh. regarde le côté positif de la médaille, c'est que, il y a une incompatibilité fondamentale entre ce monde de la machine et le monde humain. Et alors en particulier, quand le monde humain prétend, heu être, enfin être en tout cas dans une posture d'idolâtrie et de fascination vis-à-vis de ce monde de la technique et s'y soumet. Donc là, on va voir très bien, hein, dans les années à venir, les impasses, je crois qu'on va les voir très vite. Ah Voilà. oui. Alors moi, je viens d'une famille de professeurs, donc je connais assez bien le sujet. D'ailleurs, je réfléchissais pour les gens, je pense que quand même si j'en parle souvent, ceux qui me connaissent, déjà, mon travail, mais disons que si on veut déjà, sans même parler des grosses machines algorithmiques, regarder ce qui se passe, du point de vue de ce que les enfants ont besoin, d'apprendre et en termes de protection, c'est les travaux de Liliane Mursa, hein. Donc par exemple, la manipulation des enfants par la télévision et par l'ordinateur. Mmh. Liliane Lursa était directrice de recherche honoraire au CNRS en psychologie de l'enfant et donc elle explique tous les, dégâts, et le phénomène de ce qu'elle appelle massification totalitaire. Vous voyez que c'est pas nouveau, hein. Rien qui est nouveau, chers auditeurs, donc ça fait parce que là on parle des années, il y a quelques décennies déjà, hein Mmh. et elle parle de la déréalisation, c'est-à-dire le fait de perdre le sentiment de réalité à travers les écrans Mmh. et ce alors qu'il n'est pas construit chez les enfants puisque tout l'enjeu de l'éducation est de les amener à intégrer petit à petit au fur et à mesure des années, la douloureuse existence de la réalité autour d'eux. Mmh. Donc entraver ce développement psychique par les écrans est de la plus grande gravité. Donc je vous recommande tous les travaux de Liliane Mursa, tous, elle a écrit, «Vers une école totalitaire, l'enfance massifiée à l'école dans la société», «La débâcle de l'école, une tragédie incomprise», on comprend tout le plan de destructivité majeure. Et puis, un autre auteur, qui à mon avis, mérite aussi d'être connu pour, le rapport, ne serait-ce que des écrans, parce que des écrans sur les enfants et sur lequel, Diane, des Dépêches Citoyennes a fait, Mmh. donc un article très bien, c'est Michel Desmurger, hein, Ah oui.
plusieurs livres. Fais-les Faites-les lire. lire pour en finir avec Le Crétin digital. On va pouvoir passer sur la question après sur la lecture. Ah oui. Mais voilà, alors déjà, simplement pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est un professeur? Qu'est-ce que c'est un enseignement? Est-ce qu'un enseignement se résume à avaler du contenu? Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire qu'on lui dit, ouais, mais alors l'IA, c'est extraordinaire, c'est plein de pas de données, c'est une connaissance incroyable. Mais si on se remet un tout petit peu, juste, on va se rappeler qui nous étions quand nous étions enfants, à quel moment avons-nous appris des choses? Avec qui? Ce n'était pas nécessairement avec le professeur qui disposait de plus de connaissances. C'est Non. celui avec lequel nous avons créé un lien très fort, un lien de nature affective. Et qu'est-ce qu'il y avait chez ce professeur qui nous a permis de créer ce lien? C'est du bon sens que je dis, mais on en est au point où il faut que je le C'est répète. fou, hein, de devoir Il préciser y ça. avait l'amour des enfants et la passion de ce qu'ils transmettaient. Voilà. Alors moi, je reviens toujours à ma professeure de piano russe qui était complètement, extrêmement exigeante, voire maltraitante, hein, avec moi et avec laquelle maltraitante parce qu'elle était dans cette exigence, elle avait la passion de son piano et la passion de moi, c'est-à-dire la passion de la transmission et donc elle a fait de moi en 5-6 ans une pianiste, avec mon accord et avec mon amour encore renouvelé 40 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que, voilà, donc qu'est-ce qui se passe là que la machine ne pourra jamais reproduire? Voilà. Je vais prendre un autre exemple parce que j'aime beaucoup. Donc moi-même, là depuis plusieurs années, je donne donc des cours de latin et de grec et il se trouve que voilà, j'ai une spécialité, c'est que je fais beaucoup de coquilles parce que je fais toutes mes fiches moi-même, et cetera. Puis au bout d'un moment, je ne les vois pas sur les écrans. Et donc, la machine, peut-être, elle ne ferait pas ces coquilles, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, dans cet exercice de la coquille? C'est que l'élève, il y a quelque chose de très joueur. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait une coquille ou est-ce que c'est moi qui ne trouve pas le mot? Et j'ai trouvé qu'en définitive, je ne fais pas exprès, mais quand il y avait quelques coquilles, c'était extrêmement intéressant du point de vue de l'apprentissage et du lien qu'il y avait entre le professeur et l'élève. Parce que en quoi nous sommes réellement intéressants en tant que professeurs? Parce que nous sommes des êtres qui précisément ne disposons pas de tout le savoir. Nous sommes des Exactement. êtres où l'autorité devra être interrogée pour créer l'esprit critique, pour qu'à son tour, l'élève devienne un maître. Et toute cette puissance de la transmission, donc un professeur, c'est quelqu'un qui anime sa classe, c'est-à-dire qu'il souffle de l'esprit sur sa classe. En quoi la grosse machine algorithmique va remplacer ça? En quoi il va y avoir un lien d'amour entre l'enfant et son professeur? En quoi il va y avoir une passion qui fait que, même si je déteste l'histoire, mon professeur d'histoire est tellement passionné par sa matière qu'en définitive, il m'a quand même transmis sa passion. Et c'est vrai, ça arrive, Dans quel tout à monde on fait. est pour avoir oublié Ouais. tout ça? Bien La sûr, récitation de contenu. bien sûr. Et du coup, en fait, on va glisser, on va répondre à la question de Michael de tout à l'heure, hein, la différence entre un livre physique et un livre virtuel. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, est-ce que c'était vraiment un livre virtuel? Attends, Pardon, je vais parce que retrouver bon, la si c'est question. juste, le même livre en support numérique, on peut Oui, mais je non, sur le crois que c'était fond, la sur question. le contenu, entre la virtualité d'un livre et celle des univers virtuels. Voilà, bon alors. C'est ça. Alors, un livre, ce n'est pas virtuel. Mmh. Déjà, un livre, c'est un objet normalement concret. Alors ça, c'est très important et je pense que ceux qui lisent savent aussi très pertinemment quelle est la différence entre posséder un objet matériel qui est un livre et déjà, le lire sur une liseuse. Il y a une différence, mais c'est pas ça, Oui, à mon avis, le fond de la question. non. Un livre passe alors déjà, on va voir de quel livre on parle. Peut-être, Michael parle des livres imaginaires, j'imagine, des romans, par exemple, ou des livres pour enfants. Alors, la fonction imaginaire est cassée par le monde virtuel des écrans. Elle est attaquée. Alors que le livre, le roman est censé l'ouvrir et la déployer. C'est ça. Et
elle est attaquée parce que quelque part, ce sont des images que nous ne créons pas nous-mêmes. Alors, je vais revenir après sur le roman. C'est-à-dire que nous subissons un empire dans la virtualisation, un empire de l'image que décrit très bien Liliane Mursat, et nous sommes très vulnérables devant l'image. On peut se dire, par exemple, oui, je fais le tri, c'est des images violentes, voilà, je suis capable de savoir que c'est de la sauce tomate. En réalité, c'est pas comme ça que réagit la vie psychique. Nous sommes extrêmement manipulables aux images. C'est la raison pour laquelle les images sont utilisées contre nous aussi. Donc, quand il y a l'image, nous réceptionnons en fait ces images comme si elles étaient une réalité. Comme si elles étaient la réalité. Notre vie psychique fonctionne comme ça. Alors que quand nous réceptionnons des mots, ça passe par un autre filtre déjà. C'est-à-dire ça passe ou par un filtre de la raison, soit nous lisons une histoire et donc notre imaginaire va se déployer avec cette histoire, et donc on n'est pas en train d'être passif. Il y a une passivité qui est très bien décrite chez Liliane Mursat et qui décrit un blocage des fonctions intellectuelles et cognitives chez l'enfant du fait de cette passivité. Ce sont des moments qui ne se retrouveront pas. Chez Michel Desmurger, c'est pareil. Il parle du temps sur les écrans. Ce sont des moments de blocage du développement des fonctions psychiques, intellectuelles, émotionnelles, cognitives de l'enfant. Donc c'est extrêmement grave. Et la limitation du temps d'écran est très importante. Or, je finis sur la question de l'imaginaire. Ce qui permet le déploiement de l'autonomie psychique d'un individu, c'est son aptitude à l'imaginaire. Donc c'est loin d'être anodin. Et c'est la raison pour laquelle, et vous trouverez aussi chez Michel Desmurger toutes les raisons de favoriser la lecture, c'est une protection en fait. L'imagination est une protection psychique, ce n'est pas un évitement, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on est en train de lire un roman, nous ne sommes pas en train d'être dans la réalité, il n'y a pas de confusion, contrairement à la virtualisation des images, pas de confusion, c'est très bien faire la différence. On sait très bien que si soi-même on crée un récit imaginaire, on est en train de créer un récit imaginaire, mais c'est une aptitude à la liberté psychique, pour le résumer comme ça. Et cette liberté psychique, bien évidemment, c'est le préambule à la liberté politique. Et oui. Alors, je pense à deux choses aussi par rapport à la question. La première, c'est, en tout cas, quand on a le livre en main, il y a aussi un vécu par le corps. Il y a quelque chose qui est vécu par le corps, le toucher, le poids du livre, l'odeur du livre, pour ceux qui sont un peu olfactifs comme moi. Donc, il y a le corps qui vit quelque chose aussi. Quand on est face à l'écran, et encore plus à l'IA, et là, en fait, il n'y a juste rien derrière. Il y a des algorithmes derrière. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien de concret. Quand on joue, le corps vit aussi, voit, entend les bruits du livre, des pages. Il y a vraiment toute une dimension kinesthésique qui est totalement gommée avec les écrans, d'ailleurs, de manière générale. Sauf si on s'assied sur un cactus pour regarder l'écran, mais sinon, à part ça, les sensations physiques sont quand même assez appauvries. Bizarre ton image. Oui, ça m'a pris comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai un peu honte, mais pas trop quand même. Non, ça m'a fait penser à Lucky Luke. Je crois qu'à un moment, il y avait quelques épisodes comme ça. Je suis très BD, ouais, bah oui. Oui, il y a aussi, puisqu'on parlait de la psychose, il y a un rapport à la temporalité. Dans le monde de l'écran, nous sommes plongés dans l'immédiateté et nous sommes tous pris là-dedans, et cette immédiateté nous fait régresser. Nous avons, je crois, tous, peut-être sauf exception rarissime, vécu le moment où, harassés de notre journée, nous commençons à nous mettre sur les réseaux sociaux et à ce qu'on appelle scroller. Donc là, c'est un moment de passivité de l'esprit qui ne reçoit que des informations immédiates, plus ou moins pertinentes d'ailleurs, et nous ne sommes donc pas dans une temporalité historique, alors que lire un livre jusqu'au bout, ou un roman jusqu'au bout, c'est entrer dans une temporalité, éventuellement on peut revenir, etc. Mais on accomplit un chemin qui est une marche intérieure et qui est un chemin de pensée, parce qu'il y a forcément un avant et un après la lecture du livre.
quel que soit voilà, l'intérêt que le livre ait suscité en nous. Alors que ces interactions avec la machine, c'est de toute autre nature. Mmh. C'est une nature d'instantanéité. Et cette instantanéité nous fait régresser également, puisque précisément, comment dire, intégrer l'idée que la réalité autour de moi existe, c'est aussi et surtout un rapport au temps. C'est-à-dire, certes, je ne peux pas, pour reprendre mon exemple, je ne peux pas conduire aujourd'hui la voiture parce que je ne sais pas conduire. Mais si je me donne les moyens d'apprendre à conduire, je saurais conduire cette Mmh voiture. mh. Donc il y a un rapport Mmh. systématique au temps Mmh. et au temps long. Et ce temps long, si on veut construire des œuvres durables, c'est sur le temps long. Ce n'est pas dans une consommation orale immédiate, c'est une consommation, orale immédiate, là, ce Mmh. monde virtuel et ce qui entraîne et ce qui massifie bien sûr de plus en plus les populations et les gens qui, ce qui évidemment me dérange au plus haut point, c'est encore une fois qu'on ne nous demande pas notre consentement et Et bien oui. évidemment, encore une fois, on ne nous éclaire pas sur les implications de l'utilisation de ces outils. Et il Mmh. y a des gens qui sont fascinés, qui moi je connais des spécialistes, des experts et tout, ils adorent utiliser les grosses machines algorithmiques, mais à un moment donné, ils ne se posent jamais la vision d'ensemble. La Mmh. vision d'ensemble de, qu'est-ce que consomme, quelle est la nature, des ressources qui sont pillées, par exemple, parce que vraiment, heu, c'est un modèle de Oh là société là. viable à court terme. Mmh. Ça À l'est pas très court terme. et Ah ça ne l'est oui. pas et on voit bien que tout le pillage qui se passe actuellement en Amérique latine, ça a peut-être un rapport avec, avec aller chercher des ressources pour systématiquement être dans une fuite en avant, Mmh. de la prédation, capitaliste à court terme. Moi, c'est pour moi, hein, cette question, ce que tu viens de dire, c'est ce qui démontre j'ai eu cette discussion avec, Frédéric Furlano aussi de Robin des Toits, au sujet des éoliennes, du photovoltaïque et cetera et des ressources, utiles à ces saloperies-là, à ces choses. Et pour moi, c'est ce qui démontre que leur intention n'est pas, de fournir ça à toute la population humaine. Donc pour moi, ça démontre que, parce que c'est clair qu'à ce rythme-là, pour toute la population humaine, à terme, c'est dans 3 ans, on a fini en fait. Tout est cramé. Donc, Tu vois, voilà. Cécile, Oui? moi, je me demande même s'il y a réellement une pensée qui va jusque-là. C'est-à-dire, je me demande Mmh. si le monde de la prédation capitaliste outrancière réfléchit jusque-là. C'est-à-dire, déjà 3 Ah ans, oui? c'est long. Tu C'est-à-dire tu penses je qu'ils pense qu'on sont est dans la aussi dans prédation et l'immédiateté? puis on verra plus tard. Oui, ah mais oui, parce que D'accord. ce sont pas vraiment des profils très secondarisés, Mmh. dans Mmh. donc je crois que c'est d'ailleurs leur inaptitude à gouverner, elle est là. C'est qu'on est dans Ouais. l'immédiateté permanente et dans la prédation permanente, c'est-à-dire le profit à court terme. Profit à court terme, c'est vraiment la description, de ce que nous sommes en train de vivre. Donc je sais même pas et puis après moi le déluge, de toute C'est façon. ça. Ah oui, ça par contre, c'est visiblement, c'est ça, hein. Mmh. Alors il y a, autre chose aussi, du coup, qui est, c'est pas dans l'ordre, hein, du coup j'avais mis un bel ordre dans mes questions, tout ça, mais là on est parti, mais, grâce à Michael qui nous a posé une question, mais, mais du coup tu me fais penser aussi à, une différence majeure, entre lire un livre, je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai expliqué, hein, le livre je l'ai lu sur, des heures et des heures et des heures, parce que mon esprit part dans tous les sens, parce que, je reviens en arrière, parce que je prends des notes, parce que ça me fait réfléchir, je me lève, je me fais un café, trrr, je cogite, et cetera. Quand je scrolle, par exemple, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc je suis là, je suis hypnotisée par, ces images qui passent les unes aux autres et ma pensée est stoppée. Donc je subis en fait. Et Je en plus, je c'est suis exactement gavée. c'est ce que décrit Liliane Lursa et ce gavage, en outre, puisque tu vas commencer à aller sur un sujet qui plus ou moins exerce une attraction, voilà, Mmh mh. même pas forcément d'intérêt, mais ça peut être une attraction parce que souvent ça peut être une émotion ou quelque chose de cataclysmique qui vient se passer, donc l'esprit est aspiré et ensuite, toute la machine algorithmique, elle nous envoie le même sujet, c'est-à-dire qu'on peut plus en sortir, on est dans une Ah oui, boucle. c'est vrai. Oui, 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 absolument. Mmh mh. Mmh. Oui. C'est de l'enfermement, de nature psychotique aussi. Mmh. Et oui, en effet, oui. Oui, oui, alors donc du coup, ben, un petit conseil qu'on peut déjà donner, c'est, varier vos sujets,
Variez les sujets sur lesquels vous réagissez si vous scrollez, parce que sinon vous allez voir uniquement des chiens pour moi ou des oiseaux et plus rien d'autre. Ah oui, oui, bah oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, il faut varier les sujets. Alors, il y a une autre chose, donc on revient sur la pensée, et à un moment tu dis en page 50, le programme est sans doute l'atrophie de l'intelligence, l'extinction de la mémoire, de l'inspiration, de l'intuition et bien entendu du sens moral. Et c'est vrai que ce côté de la dégradation de la pensée, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu de ça, de la réflexion. Moi je ressens ça tous les jours, un affaiblissement de cette capacité à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps d'écouter une question. On peut plus finir une phrase. À la moitié de la phrase, c'est déjà trop tard. Il faut passer à autre chose. Et tu sais, je me dis, il y a vraiment longtemps que c'est en cours, hein, ce travail de SAP sur la capacité de penser, de réfléchir, d'utiliser son cerveau. Et je donne toujours comme exemple à la télévision, que je n'ai plus moi depuis 25 ans à peu près, je regarde plus de télévision, peut-être plus parce qu'à mon avis il y a 2 ans que je dis qu'il y a 25 ans. Si tu veux regarder une chorégraphie, par exemple une danse à la télévision, tu ne parviens plus, et depuis longtemps, à voir la danse complète, les mouvements. Donc tu as un plan, un plan, un plan, et ça passe de l'un à l'autre sans arrêt. Dans les films, c'est pareil. Si on regardait un film il y a 20 ans encore, on avait des plans relativement longs, et ça nous poussait à être attentifs à ce qui se passait, etc. Puis aujourd'hui, on a des plans, tac, 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 ça change sans arrêt, sans parler encore de l'impossibilité de ce qu'on voit dans les films, avec des gens qui tombent d'immeubles et il leur arrive rien. Enfin bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais il y a vraiment une dégradation de la pensée, de la réflexion, de la capacité à réfléchir. C'est dramatique, et pour les enfants, c'est dramatique parce que ça s'exerce. Tu l'as dit ça juste avant, mais c'est vraiment dramatique pour moi. Oui, c'est-à-dire que nous sommes soumis à un conditionnement par stimuli. Or, encore une fois, si nous désirons développer les meilleures aptitudes de ce qui fait notre humanité, nous avons intérêt à aspirer à la névrose et donc à aspirer à ce qu'on appelle la secondarisation. Les processus secondaires, j'explique tout ça dans Psychopathologie du totalitarisme, c'est-à-dire l'aptitude à réfléchir, à prendre le temps, à se tromper, à débattre, à être dans un endroit qui n'impacte pas une réponse immédiate. Le stimuli, c'est il nous est envoyé, il y a une réponse immédiate. Ici, tout ce qui fait notre civilisation est dans cet espace qui est un espace de parole, qui est aussi un espace de sentiment, qui est un espace d'esprit, enfin de trait d'esprit, qui n'oblige pas à une réponse immédiate. Et donc, on voit bien aussi qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, n'est pas bienveillant pour l'humanité dans tout ceci, ou alors qui méconnaît complètement ce qu'est l'humanité. Mais nous-mêmes, nous la méconnaissons. Sinon, c'est en cela que je trouve que ce qui se passe est assez intéressant, parce que ça va devoir nous obliger à révéler ce qu'est réellement notre humanité. Et qui ne peut pas être simulé, qui ne peut pas nous être pris, quand bien même on pourrait même se laisser avoir dans l'illusion que nous serions fusionnables avec des machines, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Non, même en s'illusionnant le plus qu'on peut, ça risque. Alors d'ailleurs, hein, la fusion homme-machine, hein, on a quand même le cas Schreber chez Freud, avec qui c'est très très intéressant. Hein, j'incite à le lire, qui est un cas de paranoïa aiguë, et où effectivement, à un moment donné, il y a tout un passage du délire qui porte là-dessus. Mais c'est du délire. C'est du délire. Oui. Ah oui, c'est du délire, oui. Mais la problématique, c'est qu'il y a une incidence politique très, très concrète de tout ça. C'est donc la politique du contrôle par la technologie.
Et ce contrôle par la technologie, tout le monde en souffre parce qu'en plus cette technologie elle ne marche pas, hein, donc elle marche quand elle veut. Alors, ça crée des situations ubuesques Mmh. et dont les gens souffrent parce qu'il y a un empêchement de mouvement, il y a un empêchement d'accéder à certains services, et donc ça c'est une réalité politique et sociale. Mmh mh. Mmh. Il y a aussi par rapport à ce que tu viens de dire, tout qui passe par la machine, hein, tout passe par la machine et là aussi on a été préparés, hein, parce que là avant ça, c'était les call centers avec des gens qui étaient responsables de rien et maintenant ce sont des machines, donc c'est encore moins responsable. Mais donc ce sens de la responsabilité, la conscience des actes qu'on pose, c'est une vraie problématique, en particulier dans le domaine du développement de l'enfant. Ah Comment beh, il peut s'en sortir l'enfant par rapport à ça, face à ça? s'en sortir par rapport à, Au développement de la conscience de la portée de ses actes, de la ouais, responsabilité de ses de toute actes. façon, et on l'oublie trop souvent, on veut gaver les enfants d'informations. Voilà, on veut leur faire Mmh. une information sur la sexualité, on veut leur faire une information sur la sécurité routière, on veut leur faire on veut les gaver d'informations tout le temps. Mais on oublie quand même un élément premier et essentiel, c'est que l'enfant apprend par imitation. C'est-à-dire parce qu'il souhaite ressembler, il est désireux de ressembler aux Mmh. adultes qui l'entourent et qu'il aime, voire qu'il admire. Donc la première des choses à faire, c'est regarder quel est le modèle de société que nous sommes en train de montrer. Est-ce que je suis un adulte susceptible de transmettre quelque chose d'admirable à un enfant? Mmh. Bon, c'est une première question. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'anime? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que j'ai quelque chose de très structurant qui rassure d'abord, et qui fait sens du point de vue, heu, d'un héritage bien sûr, mais d'une globalité aussi, dans une fonction de civilisation? Bon, heu, voilà, c'est déjà une première question. À mon avis, il mériterait d'être, voilà. Mmh. Est-ce que, l'enfant a envie de me ressembler? Mmh. Et qu'est-ce qui va, heu, donc c'est-à-dire quoi l'enfant il a envie de me ressembler? Il a envie de grandir parce qu'il y a quelque chose chez l'adulte qui va réveiller en lui une sorte d'idéal. Mmh. Bien. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui disent: «Je ne veux pas grandir, je ne veux pas entrer dans ce monde des adultes». Ah! Pourquoi? Mmh. Parce que ce qu'on leur montre, c'est d'une violence Ah inouïe, ouais. c'est d'une Mmh. vulgarité inouïe. C'est vrai. Mais Mmh. un enfant a le sens de la vulgarité. Il Mmh. sait très bien ce que c'est. Pas besoin de voilà. Donc est-ce que c'est beau ce qu'on a à montrer aux enfants? Mmh. Est-ce que ça fait envie d'entrer dans le monde des adultes? Je comprends qu'ils aient pas envie de grandir. Bien sûr et pas Voilà, envie d'avoir d'enfant aussi. Mmh. donc on marche sur la tête Oui. et précisément, on parlait de l'éducation, tout à l'heure tu l'évoquais. L'éducation, elle a un versant moral. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un monde où il est devenu honteux. Et il y a 2 choses qui sont devenues très honteuses, c'est la morale et l'amour. Mmh mh. Alors c'est une question quand Mmh mh. même, parce que Mmh. la morale, c'est la base, Oui. c'est c'est la base. J'intègre l'idée que, je dois bien me comporter, que l'autre, je dois le respecter. Est-ce que c'est vraiment si honteux que ça? Mmh. Et Oui, donc, voilà. Mmh. d'ailleurs tu parles dans le livre d'un monde dans lequel la pathologie devient la norme. Mmh. Ah oui, j'ai appelé ça la Quelque chose normopathologie. c'est ça, la Ouais. normopathologie donc c'est avec vraiment quelque chose qui s'inverse complètement, c'est ce que tu évoques là. Hein, les choses s'inversent. Ce qui était beau et encouragé et encourageant d'ailleurs, qui donne envie de grandir et envie de se reproduire aussi peut-être, hein, d'aller plus loin, d'avoir une vie après la vie d'ailleurs. Tu en parles aussi dans le Parlons de la livre ça? reproduction. Ce qui va donner envie Oui, de se reproduire, oui. c'est c'est précisément quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Est-ce que la sexualité de l'OMS transmet vraiment ça? Mmh. Mmh Je mh. pose la question de ce que soi-disant, il faut absolument gaver d'informations, Ouais. les enfants. Mmh. Je suis pas Mmh. sûre. C'est vulgaire, c'est mécanique, on a évacué tout le monde du sentiment. J'avais écrit un article
que les abonnés sur mon site peuvent retrouver, heu, d'un texte de Günther Anders sur l'histoire du sentiment, et il relie le fait, l'apogée totalitaire qui ne date pas d'hier, hein, en fait, qui est déjà là, même dans le matérialisme des dernières décennies, pas que, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc Günther Anders, qui était ce philosophe qui allait chercher, en fait, avec une très grande finesse, toutes, ces dimensions, écrit sur l'histoire du sentiment en disant: «Mais finalement, heu, eh bien avant, nos sentiments, c'était quelque chose d'essentiel. Ce Mmh. que nous pouvions ressentir, éprouver, même l'amour, même l'attente, l'éducation sentimentale de Flaubert, il en fait tout un roman. Mmh. Heu, il se passe rien de sexuel entre les personnages, c'est pas le Mmh. sujet, en fait, Mais et le non, bien sujet sûr. devient plus passionnant, Mmh. et donc cette dimension de la vie émotionnelle, ça nous est complètement confisqué. Notre vie Mmh. émotionnelle aujourd'hui, on veut nous la réduire à la peur et à la manipulation de notre empathie. Mmh. Mais donc Günther Anders écrit là-dessus et dit: «Mais la vie du sentiment, qu'est-ce que c'est, le sentiment?» Et le Mmh. sentiment, il doit se déployer dans l'enfance. Il Ouais. doit parce que naturellement, il est là, et que Mmh. c'est ce à quoi on doit veiller le plus possible, c'est la protection des sentiments des enfants. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec l'attentat à la pudeur qui est fait avec, ces Non, éducations bien sûr. à la Mmh. sexualité, Monstrueuse, ouais. Mmh. plus. Mmh. Et d'ailleurs, c'est, quelque chose qui est, on le sent que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est évidemment, enfin, ce que je vais dire, c'est évidemment, ça va de soi, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour l'homme, cet amour, les sentiments, l'amitié, et c'est d'ailleurs ce qui fait que certains tombent amoureux, tu le disais tout à l'heure, mais tombent amoureux de la machine, développent des sentiments pour la machine et pensent que la machine, a aussi des sentiments pour eux, et ça, c'est horrible. Il y a Enfin, ça mène à des suicides, ça mène, enfin, à des Ah situations oui, d'une oui, ils font beaucoup détresse d'exemples incroyable. concrets dans Oui, le livre. ah oui, oui, c'est impressionnant, hein, c'est Et ce, impressionnant. alors que nous sommes qu'au début du déploiement en Ah oui, population générale, hein. ah oui, 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 absolument, oui. Il y a quelque chose que tu dis aussi, par rapport au modèle, hein, des quel est le modèle qu'on donne nous en tant que parents? Tu dis que les enfants sont pris en otage. Je l'ai noté quelque part, mais je me souviens que les enfants sont, pris en otage de parents qui se regardent dans un miroir, en fait. Et tu as parlé de ça, à quel point ça nous nourrit d'un point de vue narcissique, à quel point on est alimenté, en ayant, toujours des réponses positives, qui vont dans le sens de ce qu'on veut entendre, des réponses immédiates aussi, avec l'outil qui est toujours là, et donc ça crée des assuétudes, hein, de solides assuétudes, mais aussi, et tu en parles très, très bien, une absence totale de résistance à la frustration. Et oui, et à la contradiction. Oui. Si nous voulons, heu, retrouver un semblant de société entre nous, on voit à quel point ça s'est dégradé, nous devons être capables d'être dans la contradiction féconde et le débat. C'est-à-dire, tu dois pouvoir me dire: «Mais je suis pas d'accord avec toi», et puis, en fait, ça ne nous empêchera pas, même si on s'est chamaillé sur un sujet, ça ne nous empêchera pas de conserver un lien, d'aller boire un coup. Enfin, Mmh. ça, au contraire, la dynamique de la pensée, elle se fertilise par la contradiction, et on devrait avoir du plaisir à Ouais. ces débats. Enfin, Mmh. et on trouve plus personne avec qui débattre. Mmh mh. Il faut être Mmh, c'est tout le vrai. temps d'accord, mais moi j'ai pas Mmh. envie d'être tout le temps d'accord, et puis en plus j'ai même pas envie d'être tout le temps d'accord avec moi-même. C'est-à-dire que je veux pouvoir évoluer dans 6 mois, Mmh. je veux dire, c'est la vie, elle est comme ça. Mmh mh. Bien C'est sûr. horrible sinon. Mmh mh. Oui, oui, ça s'est fort accentué d'ailleurs depuis 2020, cette impossibilité ou presque de débattre, de pas être d'accord. Donc d'abord, et tu le dis aussi dans le livre, on se contente des opinions. Les opinions, il y a pas besoin de sourcer, il y a d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai compté, tu as 20 pages de sources dans ton livre et 10 pages de bibliographie. Donc si jamais, quand vous le prendrez, allez-y, hein, les gens, prenez donc dans le livre Totalitarisme numérique, hein, de d'Ariane Buran, du coup, je le redis. D'ailleurs, j'ai préparé la photo du livre, excuse-moi, je fais une petite digression, mais dans ce livre, vous avez des sources, en veux-tu, en voilà. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller,
aller le commander, le lire, et vous trouverez toute une série de sources et aussi de voies pour aller chercher plus loin, quoi. Creuser les sujets, aller plus loin dans les sujets. Mais du coup, j'ai fait une digression et il faudrait que je puisse revenir en arrière maintenant sur là où j'étais juste avant. C'est pas gagné parce que je pense que j'ai à peu près 10 canaux ouverts en même temps dans mon cerveau et donc ça va pas être gagné d'avance ça, mais bon, c'est pas Bon, je grave. fais la transition si tu veux, le temps que tu cherches. Tu De peux. toute façon, je peux blablater, il n'y a pas de problème. En fait, comptez sur moi, j'ai du sang méditerranéen. Donc, il y a le sociologue Émile Durkheim disait, en substance, la liberté est la fille de l'autorité. Et donc aujourd'hui, on perd de vue aussi que pour sécuriser un enfant, il est très important qu'il sache où sont les limites et qu'il ait des figures d'autorité. Et comme on a fait de la démagogie pendant des décennies en nous expliquant que les maîtres valaient les élèves et que tout le monde était pareil, que tout le monde était dans une espèce d'égalitarisme communiste au sens très, très perfide du terme, eh bien, nous avons oublié cette dimension. Et donc là, je renvoie tout le monde à la 3e édition de Psychopathologie de l'autorité, qui vient de paraître chez Duno, qui, à mon avis, est l'un de mes livres majeurs avec Psychopathologie du totalitarisme. J'en profite pour en parler là, parce que tant qu'on n'a pas compris cette fonction transcendante de l'autorité, on ne comprend pas ce qui fait civilisation, ou ce qui la défait. Or là, je crois que nous sommes à un tel moment critique que, j'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus, hein, l'humanité, elle se divise en deux, c'est-à-dire ceux qui ont tout de même conscience que nous allons au-devant de grandes catastrophes qui d'ailleurs commencent, et qu'il va falloir que nous réfléchissions à remettre l'église au milieu du village, et les autres. Voilà. Et les autres qui auront à un moment donné, ils vont rencontrer, parce que la réalité, encore une fois, c'est Oui, revient. voilà, Réapparaît, oui. oui, donc c'est simplement que ça se fera plus tard, voilà. Alors, on n'aura pas eu le temps, on n'a pas tout à fait fini, hein, mais il y a une chose que je veux faire, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps évidemment d'aborder tous les points. Mais je le savais, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je les note, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de le refaire. Mais par contre, il y a une chose que je voudrais faire avant qu'on parle de tes autres livres, qu'on ait un petit mot sur tes autres livres avant qu'on se quitte. Il y a quelque chose que je voudrais faire parce que je me dis, si les personnes qui nous regardent n'ont pas l'occasion de voir la 2e émission qu'on fera ensemble sur ce point, ce serait bien que les gens aient connaissance de garde-fous dont tu parles dans le livre. Oui. Tu dis, voilà, il y a des garde-fous, on peut mettre quand même des choses en place pour éviter des dégâts immenses chez les enfants et, entre parenthèses, aussi chez les adultes. Mais les enfants sont en pleine construction, comme j'ai dit au début de cette émission. Et donc, j'ai énuméré une liste de garde-fous. On peut peut-être avoir un petit échange là-dessus. Comme par exemple avoir un langage cohérent et juste. C'est bien. Et c'est vrai que ce serait bien. Hein, c'est vrai que quand moi je suis effrayée quand je vois les gens faire ça. Bonjour ChatGPT, tu veux bien me dire ça, blablabla. Oh merci, bonne soirée. Mais je suis effarée moi. Je dis mais c'est une machine, tu parles à une machine. Alors je me dis c'est les tu es dans un moment psychotique, sache-le. Ah non mais c'est fou quoi. En fait, si des adultes le font déjà, je me dis à un enfant à qui on n'a pas mis de limite, qu'il n'y a rien, on n'a rien expliqué, il n'y a pas eu de précaution, rien. On le met face à cette chose, mais comment ça peut se construire dans sa tête, quoi. Enfin, donc le langage cohérent et juste. Tu peux t'adresser à cette machine et cette machine pourra te répondre. Oui. Cette machine n'est pas intelligente. Cette machine n'est pas intelligente. Ce n'est pas l'intelligence, et je l'explique, et je prends un long moment dans le livre pour expliquer ce que c'est. C'est aussi une fraude langagière. Oui, c'est vrai. Voilà, ben oui, mais comme nous anthropomorphisons, et puis c'est du marketing aussi, hein, c'est une manière de faire de la publicité de quelque chose de frauduleux. Oui. Là aussi, hein, sur la publicité, ils sont très futés parce qu'ils vendent ça, comme tu le dis dans le livre, hein, comme quelque chose de fun pour les gamins, hein, avec des marques de jouets qui s'y mettent aussi, qui s'associent à ça, à ce déploiement. Et puis sans parler de la dimension politique et la dimension financière, commande de créer l'addiction. Donc, bien évidemment que tout est mis en place pour créer l'addiction. Oui, ah, en effet. Réduire le temps passé sur cette grosse machine algorithmique qu'on appelle l'IA,
Donc réduire le temps. Alors aussi, ne pas laisser les enfants être hypnotisés. En fait, tu conseilles ça pour les adultes. Mais donc, moi, je l'ai transformé un petit peu. Donc, ne pas les laisser aller jusqu'à être hypnotisés. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Quand on rentre le soir, on est fatigué, on a une grosse journée de travail et on se met à scroller. On entre en état de conscience modifié. C'est le cas. On est hypnotisé. Et Absolument. donc, être attentif à pas aller jusque-là. Donc, avec les enfants, pas les laisser aller jusque-là. Mon conseil est très, très pragmatique et très simple avec les enfants. Les écrans, ça doit être sous contrôle absolu des adultes. Tout à Voilà, fait. point. Tout à fait. Et le moins possible. Et ce qui doit être le plus encouragé, c'est la lecture. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que les enfants à l'école, du moins en France, du moins de ce que j'en sais, venant d'une famille d'enseignants d'école primaire et avec un père qui a passé sa vie, une grande partie de sa vie en tout cas, à apprendre à lire, enseigner à lire et à écrire à des enfants, et une mère qui s'occupait d'apprendre à lire et écrire à des enfants étrangers, donc j'étais au cœur de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, on apprend à lire en lisant et on apprend à écrire en lisant et on apprend à lire en écrivant. Toutes ces fonctions doivent être stimulées. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on fait vraiment faire beaucoup d'écriture aux enfants? Est-ce qu'on les oblige à lire tous les jours? Quelle est la nature des livres qu'ils lisent? Aussi. Le niveau de langage, les histoires elles-mêmes, hein, j'avais, déjà décrit dans d'autres, entretiens que les histoires qui déploient l'imaginaire sont fondamentales pour les enfants, d'où le fait que la mythologie est aussi quelque chose de très important, les contes de Perrault et cetera. Or aujourd'hui, ce qui est donné à aux enfants, sont des histoires qui collent à leur réalité. Petit loup, va à Ah oui, l'école, oui, oui. Oui, oui, bobo dans oui. la cour et cetera. Mmh. Donc on n'est pas du tout dans des histoires Dans qui vont l'imaginaire. chercher à déployer la fonction imaginaire. Donc quel est le contenu? Quel est le niveau de langage? Est-ce qu'en plus il y a pas des trucs sexualisés dedans? Il faut aussi tout vérifier. Donc c'est vrai que le Mmh. travail de parents aujourd'hui, il est titanesque. Hem et mais la barrière ou l'antidote, heu, le plus sûr, c'est la relation avec son enfant déjà, c'est-à-dire lui consacrer du temps, heu, l'écoute, mais aussi la transmission de qui on est. On n'est pas des êtres Oui. parfaits, c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Mmh. Mais aussi, l'encouragement à la lecture. Donc pour encourager à la lecture, qu'est-ce qu'il faut faire aussi en tant que parent? Il faut lire à ses enfants, il faut leur Oui. dire des histoires, il faut leur raconter Mmh. des histoires, il faut créer avec eux des histoires et tout ceci est tellement important que ma collègue Marie-Christine Grison en a fait un outil thérapeutique qui s'appelle le conte créatif dans les cas de traumatismes graves d'enfants Mmh. abusés sexuellement. Je rappelle que ce fut l'experte de tous les enfants d'Outreau. Donc vous voyez la fonction, cette fonction psychique est fondamentale Oui, et oui. l'antidote, il est là. Mmh. Oui. Oui. Tu en parles, c'est en effet, hein, tu en parles dans ce livre, hein, d'ailleurs, hein, alors le retour aux expériences incarnées, y compris à l'école. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui est vécu par le corps, les expériences concrètes. Je me souviens d'un jour où je jouais dehors et on jouait avec de la boue, en fait, avec ma sœur. J'étais vraiment petite. On était en Pologne, dans ma famille en Pologne, et on s'amusait à la ferme, là, et on jouait avec la boue. Et je me souviens, mais j'étais toute petite, mais je me souviens de ça comme si c'était hier. Là, plus incarné que ça, c'était vraiment Oui, compliqué. Mais c'est une expérience, juste incroyable en fait, c'est d'avoir eu cette boue qui coulait dans les doigts et enfin et j'étais vraiment très, très petite et je m'en souviens très bien. Donc et on imaginait plein de choses avec cette boue, enfin, c'est l'imaginaire aussi explose dans des activités incarnées comme celle-là. Tout à fait. ben oui, on Hem voit bien chez les tout petits enfants, ils ont besoin de tout toucher, des tissus différents, de mettre tout à la bouche, de tout et jeter par oui. terre. C'est une vérification, c'est un apprivoisement de cette réalité, qui entoure et à travers, le corps. Mmh. Et
Voilà, j'ai un des participants à mes ateliers, il se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou, qui marche tout le temps quand, on fait les ateliers, tout le temps dans la marche, mais, en fait, c'est aussi ça, les très grands philosophes, souvent, ils Ah marchent oui, aussi, marche. parce que, beh, en fait, la pensée, c'est une marche. C'est-à-dire, on va Mmh. prendre un sentier, on ne reviendra pas. On peut repasser par là où on est passé, mais il y a toujours un avant et un après du Mmh. sentier qu'on a emprunté. La machine algorithmique, elle fait pas ça, fait du espèce de tambouille, et puis nous recrache des données. C'est ça, c'est recracher des données. Alors tu parles, oui, bah, tu viens de le dire, hein, de la méditation, de l'introspection. Heu, Aussi, être, attentif et nommer, parler des manifestations psychiques comme les rêves, les lapsus, des que c'est ça aussi c'est important parce que ça fait partie de l'humain et c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouvera jamais, dans la machine. Là, c'est clair que ça c'est une excellente, manière de rappeler, l'humanité, mmh, Heu, L'humanité, elle vit de symboles, elle vit oui, d'un monde symbolique. Le mmh, monde de la machine, c'est un monde de stimuli, mmh, ouais, c'est très pauvre en réalité, c'est très oui. pauvre. Nous méritons mieux que ça, je Oh pense. oui, oh oui. C'est d'ailleurs, c'est une question que tu poses à de nombreuses reprises dans le livre, mais pourquoi, où en est-on pour accepter ça? On reviendra là-dessus, hein, la prochaine fois qu'on se verra, on développera ce sujet-là. Et alors, j'ai mis comme dernier point, j'en ai encore un ou deux, mais donc les activités artistiques, le jardin, etc. Mais alors, j'ai mis en dernier point, c'est remettre l'amour au cœur de nos vies. Et tu as parlé de l'amour tout à l'heure, et c'est vrai que je pense que c'est majeur ça, remettre l'amour au cœur de nos vies. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas aussi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, l'exprimer, bien sûr, dire aux gens qu'on les aime ou qu'on les aime pas peut-être, je ne sais pas, Puis, mais remettre l'amour au cœur de nos vies, c'est majeur. Mmh. et puis, je réfléchissais un tout petit peu, aujourd'hui, et je me disais, il y a un dicton quand même latin qui est: «Errare humanum est», hein, d'accord? Donc se Mmh. tromper est Ah, humain. l'erreur. Alors, Oui, j'en parle dans le livre, sur oui. l'erreur féconde et créative, mais je me suis dit: «Est-ce que j'ai un exemple de ça pour moi?» Et en fait, j'avais un exemple, j'ai envie de le raconter, hem, parce que, je trouve que c'est vraiment un exemple de vie, qui démontre que ça, la grosse machine, elle le fera jamais, quoi. Et donc un jour, je donnais, des formations, à l'administration pénitentiaire, voilà, donc c'était, je sais plus quel était le sujet exact, mais enfin prise en charge de la délinquance sexuelle, quelque chose comme ça, et je devais donc amener un juge, donc un magistrat, Mmh. depuis Marseille dans ma voiture Ah jusqu'au oui. lieu de la formation. Puisqu'il devait donner sa session qui devait commencer, on va dire, à 9 heures du matin. Je crois que je suis pas trop loin, peut-être 2 heures de route, voilà, donc je devais l'emmener, puis on avait décidé que je, puisqu'il intervenait, je crois, une demi-journée sur la semaine que je faisais, quelque chose comme ça. Et bon, alors comme je n'ai pas un très grand sens de l'orientation, je me perds, voilà, donc je me perds en rase campagne, et là, on est dans un endroit où ça ne capte pas, donc le Ah. téléphone ne capte pas, le GPS ne capte pas, donc si le téléphone ne capte pas, je ne peux pas prévenir non plus les participants de la formation que nous allons être probablement en retard, et pas qu'un peu. Voilà, donc là, j'angoisse, quoi, à ce moment-là, je me mets angoissée, et ce juge qui est devenu un ami après, me regarde et me dit: «Mais Ariane, là, c'est ton humanité». Mmh. Et on est partis dans Mmh. un fou rire qui, donc après il a fallu qu'on retrouve, et on a transformé cet événement en en un moment de la création d'une amitié où ce juge a commencé à me parler, me raconter qu'il faisait des poésies, enfin des trucs complètement improbables que jamais nous n'aurions Oui, discuté bien sûr. si nous étions arrivés à l'heure, en fait, Mmh. sur le lieu de Mmh. la formation. On arrive sur le lieu de la formation, bon, ils étaient tous contents parce que ça faisait quand même plusieurs jours de formation, on avait le temps de boire le café, c'était très tranquille avec notre heure et demie de retard, et en définitive, c'est ça l'humanité. Oui, c'est ça. Elle est là, et ça, Mmh. la grosse machine algorithmique, en fait, elle vise à nous l'enlever parce qu'à force Mmh. de vouloir contrôler nos trajets, nos machins, nos trucs, et Eh ben, un oui. jour, voilà, ce que j'ai pu vivre à ce moment-là, peut-être que la prochaine fois, je ne pourrai pas le vivre parce que le GPS va de toute façon m'orienter, m'indiquer le chemin de manière très Directement dans la crue. bonne direction. Mmh. C'est ça. Bah, oui, moi j'ai aussi un exemple, tout simple, hein, parce que je suis une fille de boulanger-pâtissier, hein, la tarte tatin, hein.
La Oui, tarte tatin, jamais, jamais la grosse machine algorithmique vous offrira un morceau de tarte tatin. C'est aussi, ça vient d'une erreur. Et puis tu expliques d'autres cas hein, avec des oui, erreurs dans le oui, livre. Oui, c'est bien sûr, évidemment. oui. Ariane, tu as réédité et écrit d'autres livres dont tu avais envie un peu de parler avant la fin de l'émission aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est du sujet qui nous a réunis aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner un peu les garde-fous déjà maintenant, pour que les gens qui regardent cette émission-ci les aient, puis on les rappellera la fois prochaine. Et au sujet donc des livres, tu as parlé déjà de la psychopathologie, donc le livre Psychopathologie de l'autorité, donc qui questionne le pouvoir qu'on a sur soi et sur les autres. C'est ça, je me trompe pas? Oui, Et ça, oui. c'est chez Dunod. Hein. Voilà, Et ces éditions universitaires d'Uno, c'est la troisième. Elle est extrêmement augmentée. Alors déjà, c'était, de mon point de vue, un de mes livres majeurs auparavant, mais là, il l'est encore plus. Donc, c'est la question de l'autorité comme fonction dans la relation, évidemment, de l'éducation entre les parents, les enfants, les adultes et le monde de l'enfance, etc. Mais de manière plus générale, hein, en tant que fonction civilisatrice. Hein. Et je rappelle que Hannah Arendt, qui est donc la philosophe du totalitarisme du Mmh. XXe siècle, hein, avait aussi écrit un livre qui s'appelle La crise de l'autorité et qui démontre que tout ceci est fortement intriqué. Donc il faut Mmh. le comprendre, c'est très important. Oui, c'est Oui. un livre majeur. Mmh. D'accord, oui, tu en as parlé tout à l'heure, en effet, et je ne l'ai pas, donc je vais réparer cette erreur, certainement. Un autre livre aussi qui m'intéresse d'autant plus que là, je pense que vraiment le sujet est. Enfin, c'est pas actuel parce que ça a toujours existé, je pense, mais là, on a des révélations qui ont assommé tout le monde et puis on a des risques énormes au sein même des écoles. Donc, la psychopathologie de la pédophilie que tu as écrit avec Amandine Lafargue, qui est aussi une psychologue clinicienne qui est, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une très très belle personne aussi. Et donc là, l'idée, c'est d'identifier la pédophilie, de la En fait, comprendre c'est pour une aussi meilleure prise en charge des victimes. voilà, alors c'est une troisième édition. La première est parue en 2013, hein, donc autant Oui. dire que voilà, c'est pas nouveau, mais il nous a paru important de faire cette troisième édition pour délivrer, qui a été aussi extrêmement augmentée, pour délivrer comme ce qui serait un cours, c'est Diane des Dépêches Citoyennes qui l'a dit la dernière fois, mais je suis d'accord avec elle, ce que serait un cours entier sur la pédophilie du point de vue de la psychopathologie. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de gens, parce que c'est médiatisé, s'improviser. Bon, de toute façon, c'est l'époque des imposteurs, hein, donc on a des imposteurs Oh là partout, là. mais on a des discours extrêmement dangereux, comme le pédophile abstinent, comme le pauvre pédophile qui peut pas, le pauvre, il a des pensées, mais il passe pas à l'acte, il n'est responsable que de ses actes, etc. Et nous, on a voulu reposer depuis une expertise qui n'est pas mince, et c'est très important parce que c'est une expertise qui vient de la connaissance de la psychologie de l'enfant, de la connaissance de l'enfance traumatisée. Amandine Lafargue et moi, on s'est rencontrés en DESS de psychologie clinique et psychopathologie sur l'enfance maltraitée, donc c'était notre spécialisation Oui. première. Donc je veux dire, ça fait près de 20 ans qu'on travaille ensemble. Ça veut dire faire des expertises pour la justice, ça veut dire avoir accès aussi à des profils pédophiles et à leur discours, à savoir aussi comment les institutions traitent ce genre de cas, comment elles se laissent manipuler. Donc tout ceci est un savoir concret, clinique et qui nous tient à cœur du point de vue de la protection des enfants parce qu'aujourd'hui on Oh. raconte tout et n'importe quoi. Et Et donc surtout n'importe quoi. Ouais. surtout n'importe quoi. Voilà. Et Mm. donc après, libre aux gens d'aller écouter tout et n'importe quoi ou d'aller vraiment essayer de comprendre. C'est un livre pour tout le monde. C'est un livre pour tout le monde. On comprend les complicités de l'entourage. On comprend pourquoi, en fait, le pédophile n'est pas un être en apparence violent. Et c'est un Mm. être extrêmement manipulateur à qui tout le monde donnerait le bon Dieu sans confession, quels sont, etc., etc. Donc nous reprenons toute cette clinique pour expliquer aux gens réellement la gravité de ces traumas sexuels infantiles, leur ampleur, voilà, les mécanismes qui se mettent en place pour faire taire les victimes,
les mécanismes pervers qui Oui. contaminent les institutions. Donc tout ceci, Mmh. donc elle est extrêmement augmentée cette édition et nous remercions toujours les éditions Duno aussi de nous faire confiance, Oui. du point de vue Mmh. de bah, des propositions, voilà, des ajouts que nous avons faits, mais je crois que c'est extrêmement important. Parce que Mmh. les gens parlent de réalités qu'ils n'ont pas vues. On a des pseudo-imposteurs qui nous parlent de la psychologie de l'enfant, ils n'ont jamais, jamais vu un enfant traumatisé. Donc, Mmh. qu'ils ferment leur gueule, ça nous ferait du bien. Voilà. Je peux Oui. pas. Oui, oui. Je te comprends. Je comprends le coup de gueule là que tu pousses, je le comprends vraiment. Et enfin, un troisième ouvrage qui est la manipulation entre pouvoir et perversion, qui est aussi sorti chez Duno Oui. et qui est sorti ou qui est ressorti? Il Non, y a eu c'est un qui est premier sorti ouvrage, là, hein? non, il y a eu un premier ouvrage, pareil, je crois dans les années 2013 chez Armand Collin, qui ensuite a été repris par Duno. Et Mmh. donc là encore, c'est une grande refonte, donc pour apporter, on va dire, un tableau que j'ai voulu le plus complet possible. Donc je remercie encore une fois les éditions Duno parce qu'ils acceptent d'augmenter la quantité, parce que des fois c'est pas évident, on a des limitations Mmh. de nombre de Mmh. signes, mais bon, j'arrive toujours quand même à obtenir un peu voilà, ce que je veux, et c'est pareil pour les éditions Trédaniel. Donc merci à ces Oui. éditeurs très compréhensifs Mmh. par rapport à ma dimension voilà, très euh, prolifique en fait. Magnifique, oui. Et donc, voilà, manipulation entre pouvoir et perversion, c'était aussi reprendre, mais reprendre du point de vue dans tous les domaines, du point de vue des médias, du point de vue des mécanismes psychiques, dans le couple, dans l'entreprise, voilà, et essayer d'articuler tout ça pour donner un maximum de connaissances aux gens, parce que certes, la connaissance n'est pas suffisante et elle a besoin de l'expérience, mais Mmh. une expérience peut avoir besoin aussi de la connaissance, hein, pour être fertilisée par elle. Et oui. Et donc c'est le manuel, pour moi, le manuel, sur, la manipulation pour, comprendre exactement, de quoi il en retourne, sachant que ce n'est pas parce qu'on a la connaissance qu'on n'est pas manipulable, et justement il y a toutes ces dimensions, qui sont à analyser. Donc j'ai voulu que ce soit le plus complet possible. En fait, j'essaye d'écrire des livres dont j'ai l'ambition qu'ils durent longtemps. Voilà, c'est mon Mmh. ambition personnelle. J'ai même l'ambition qu'ils durent après mon passage sur Terre. Donc, j'ai besoin de faire des, euh, des sommes, et je l'ai fait aussi pour Psychopathologie du harcèlement, donc qui a aussi été fêtait, et paru en janvier 2026, et fêtait les 20 ans de la première parution de mon livre sur mon harcèlement chez le même D'accord. éditeur. Oui, oui, l'idée de tes livres, comme d'autres, hein, je veux dire, hein, mais l'idée de tes livres, c'est de perdurer, en effet. Ce ne sont pas des objets jetables, hein. C'est Ah oui, pas non, non, des objets de consommation voilà. rapide et jetable, c'est pas du fast-food livresque. C'est vraiment, oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir revenir dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment, celui-ci aussi a un totalitarisme numérique, c'est certain que je vais revenir dessus. Mais Psychopathologie du totalitarisme, c'est un livre sur lequel on ne peut pas s'empêcher de revenir parce que En fait, tu ne peux pas on le peut pas lire, lire ça comme un roman. C'est pas. et tu ne peux, parce que je ne l'ai pas écrit comme ça non plus, en fait. Il faut bien Bien voir que sûr. c'est 20 ans de réflexion. Donc, Mmh. si le lecteur, il avale 20 ans de réflexion en une semaine, il y a un problème. Oui, bien Il y a un sûr. problème, c'est que soit la Mmh. réflexion, je ne l'ai pas menée, soit soit le lecteur n'a pas compris Mmh. ce que j'ai apporté. Donc, c'est précisément un livre où, en tout cas, la profondeur de ce que j'ai investigué y figure. Donc, Mmh. on Oui, doit oui. pouvoir y revenir, et justement y Absolument. revenir et revenir et revenir. C'est mon ambition. C'est presque que ce Mmh. soit un livre de chevet par rapport à la période que nous traversons. Mmh. Je te remercie beaucoup, Ariane. Merci pour tout ce travail. Merci pour cette émission. On en refera une pour continuer, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire par rapport à ton livre et par rapport au développement de l'enfant. C'est tellement majeur. D'alerter sur tous ces risques que les parents prennent avec les enfants s'ils ne sont pas attentifs à ce déploiement, hein, population générale, comme tu le dis très bien. Et puis, donc, on se retrouvera pour une prochaine émission sur le sujet. Merci beaucoup, Ariane. Merci Cécile, merci à vous tous.
À très, très bientôt. Je te remercie vraiment beaucoup. À très bientôt. Au revoir, Ariane. Merci. Au revoir. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines. Alors je verrai comment je vais organiser ça, mais j'ai très, très, très envie de revenir sur le sujet avec Ariane, mais j'ai une autre émission en préparation, donc je vais voir un peu comment je vais organiser ça. Il n'est pas impossible que vous ayez des émissions un peu plus rapprochées que que le rythme que je donne, depuis quelque temps à mes émissions. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de partager cette émission, envoyez le lien. C'est d'utiliser. Quelqu'un l'a écrit dans les commentaires. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont intervenues. Mais quelqu'un a écrit c'est d'utilité publique et je pense que c'est vrai. C'est une émission comme d'autres, hein, mais c'est une émission qui est d'utilité publique. Donc surtout, partagez, parlez-en, communiquez là-dessus, pensez. Ayez des réflexions, en plus ça fait du bien hein, à notre petit cerveau là, qui est un peu endormi avec tout ça. Donc allez-y, vraiment, partagez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve bientôt. Au revoir. Ah, je vais mettre un clip que vous aimez bien, je sais. À bientôt. Faire le bien, tout en craignant que je sois un danger. Cet ancien monde vous appartient, et de vos peurs je ne veux pas hériter. Au lieu de me tenir la main, vous donnez un prix à la liberté. Je mesure même pas 3 pommes et déjà tous vos codes. Je fais jamais les bons gestes, alors j'ai pas les bonnes notes. On m'apprend à être un homme, mais ça a pas l'air drôle. Moi je veux pas faire vos tests, ni qu'on m'impose mon rôle. Je respire mal sous mon masque, c'est donc ça la vraie vie. Baisse le regard, obéis, tiens-toi droit et révise. Et je trouve pas les bons mots pour vous dire ma détresse, mais je préférais quand on voyait le sourire de maîtresse. Et dans tout ça, comment trouver un horizon, puisque maman n'a plus le droit de me faire l'école à la maison. Qui suis-je pour vous et votre monde en perdition, à m'imposer sitôt d'entrer dans la compétition? J'ai pas choisi mon nom, j'ai pas choisi ma place, encore moins toutes vos projections dégueulasses. Je doute de votre bienveillance, je ne veux plus faire mes devoirs, je refuse d'être votre miroir. Je suis le visage de demain, ce n'est pas à moi de vous protéger. On me demande de faire le bien, tout en craignant que je sois un danger. Cet ancien monde vous appartient, et de vos peurs je ne veux pas hériter. Au lieu de me tenir la main, vous donnez un prix à la liberté. Est-ce leur indifférence qui m'électrocute, ou l'hérite absurde de ce nouveau culte? Chantage et mensonge, otage de leur monde, cobaye par millions. Je m'évade dans mes songes, mon âme vagabonde. Peur dans la rétine, bâillonnés, ils obéissent. Les médias font la messe, nous mènent au précipice. Nous parlent de la vie d'avant comme d'un nirvana. Sont prêts à sacrifier nos enfants comme la pire mafia. Bénéfice, risque, aucun risque pour leur bénéfice. Scénario ficelé comme les box-office de Netflix. Les effets sur les gosses, c'est secondaire au vu des statistiques. Générer du chiffre malgré des tas de victimes. Rien de bénéfique, emprise maléfique du monde pharmaceutique. On a sacrifié nos mômes, un jour faudra que l'on s'explique. En attendant, faites vite, sur la suite je suis sceptique. Ça sera peut-être pire, donc les protéger de nous-mêmes sera un immense défi. Tous les matins je te vois entrer en cage. Plus d'étoiles dans tes yeux, mon cœur sous l'orage. Voir cette muselière cacher ton doux visage. Les loups ne laissent pas leurs petits en otage. Debout devant leur thèse et leur faute, infecter leur cause, traumatiser les mômes, tout est bon pour injecter leur dose. Le plan est pensé, y a pas de faute de frappe. Ils veulent un contrôle de masse, tous flanchent devant leur drôle de passe. Avenir à Dieu impossible, ces gros pauvres savent aussi comment faire des futures générations, des robots bien dociles. Ils te manquent gamin, ça fait plus de 2 ans que ça touche. Ils te tendent la main, c'est pour te la mettre devant la bouche. Je suis le visage de demain, ce n'est pas à moi de vous protéger. On me demande de faire le bien, tout en craignant que je sois un danger. Cet ancien monde vous appartient, et de vos peurs je ne veux pas hériter. Au lieu de me tenir la main, vous donnez un prix à la liberté. 20 ans ont passé
passé depuis cette époque. J'ai pu enfin me débarrasser de ces tocs. On nous disait qu'un baiser pouvait tuer mamie. Et tous les soirs l'angoisse et là se prenait pour mon ami. Que de la peur, de la culpabilité. Tous les jours en boucle à la télé. Baïonne et piquer l'humanité. Beaucoup se sont levés, le grand réveil est arrivé.